commence cette série de vidéos sur l'électromagnétisme 2 par le premier chapitre. C'est un chapitre sur les condensateurs. Ce chapitre est spécifié pour la PSI. Pour la MP, l'étude des condensateurs était une partie de l'électrostatique de première année. Donc, dans ce cadre, on commence par la définition du phénomène d'influence. Mais avant, on doit comprendre qu'est-ce qu'un conducteur. Un conducteur, c'est un système, et tout système matériel est constitué d'atomes. Donc on a un atome qui est constitué d'un noyau et d'un nuage électronique. Donc ce nuage électronique est constitué d'un ensemble d'électrons. Ces électrons sont liés au noyau. On a un certain électron qui sont libres de se déplacer. Donc généralement les électrons de valence qui sont sur la couche extérieure, ces électrons-là sont libres de se déplacer dans tout le matériau et non pas euh, à l'intérieur du domaine de l'atome. Donc, ce type de matériaux sont appelés des conducteurs, alors que l'opposé d'un conducteur, c'est un isolant ou ce qu'on peut définir dans le dernier chapitre comme un diélectrique. Un diélectrique comporte des électrons mais ils sont attachés au noyau. Donc un conducteur, c'est un type de matériau qui contient des charges électriques qui peut se déplacer, capable de se déplacer dans tout le volume de conducteur. Et on dit qu'un conducteur est en équilibre électrostatique, c'est la notion de base de ce cours. Donc si on a un équilibre électrostatique, on n'a pas de flux macroscopique de charge, donc on n'a pas de courant. Donc les électrons sont libres de se déplacer, mais le déplacement est aléatoire, et donc on n'a pas de flux macroscopique de charge, donc on n'a pas de courant. On n'a pas de courant, donc J égale à 0. Donc, la définition mathématique, c'est que J, la densité volumique de courant, égale à 0. Si la densité volumique du courant égale à 0, on peut écrire que E égale à 0. Pourquoi? En utilisant la loi d'Ohm généralisée qu'on a vue en première année en mécanique dans le modèle de Drude. On a vu que J égale à sigma fois E, et si J égale à 0, donc E égale à 0 car sigma c'est une constante. Donc E à l'intérieur de notre conducteur en équilibre électrostatique est nul. Et de même, on peut utiliser la relation entre le champ électrostatique et le potentiel pour trouver que le potentiel est constant. On connaît que en électrostatique, E égale à moins gradient de V. Donc si E égale à 0, gradient de V égale à 0, et le gradient, c'est un ensemble de dérivées. Et donc si la dérivée de V égale à 0, donc V est une constante. Donc on peut dire que un conducteur en équilibre électrostatique est défini par le, le fait que la densité volumique de courant égale à 0. Si la densité de courant volumique égale à 0, donc le champ électrostatique en tout point de cet conducteur-là, de ce conducteur est nul, le potentiel est constant alors. Lorsqu'on a plusieurs conducteurs, si on a plusieurs conducteurs, on parle d'un phénomène d'influence. Le phénomène d'influence, on le voit lorsqu'on a un premier conducteur ici, un autre conducteur là, et on a une différence de charge. Donc on a ici Q, ici Q' par exemple. Chaque charge va créer un champ électrostatique correspondant, et donc on a des lignes de champ. Si une ligne de champ du premier conducteur arrive sur l'autre, on a une influence. Si toutes les lignes de champ arrivent sur l'autre, on dit qu'on a toujours une influence. Et donc, on a une influence entre deux conducteurs si un ensemble de lignes de champ arrive d'un conducteur à l'autre. L'influence est totale, c'est toutes les lignes de champ arrivent sur l'autre conducteur.
Alors, dans le cas contraire, on parle d'une influence partielle. Donc, si on a deux conducteurs en équilibre électrostatique, on influence, alors un ensemble de lignes de champ euh, relie les deux conducteurs. Si tous les lignes de champ sortant d'un conducteur arrivent sur l'autre, on parle d'une influence totale. Cette influence totale, ou cette influence dans le cas général, génère une déformation de la couche électronique ou de la distribution d'électrons. Par exemple, si on considère cette situation-là, où on rapproche un conducteur C2 chargé positivement, bien sûr la charge qui est ici c'est une charge surfacique et non pas une charge volumique, on peut montrer que si E égale à 0, donc ρ égale à 0, on doit utiliser une équation qui est dans le dernier chapitre, donc on va laisser cette notion jusqu'à la fin. Donc si E égale à 0, ρ égale à 0, mais si ρ égale à 0, on peut avoir une charge surfacique. Donc le conducteur C2 est en équilibre électrostatique, il possède une charge surfacique. Dans cette distribution-là, il est positif. On rapproche ce conducteur d'un autre conducteur neutre, on remarque l'apparition d'un ensemble de charges négatives sur cette zone-là et un ensemble de charges positives sur l'autre côté. Donc on parle d'un phénomène d'influence. Le- 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 L'étude pratique du phénomène d'influence se fait par de telles expériences. Donc maintenant on va passer au condensateur. C'est quoi un condensateur? C'est un ensemble de deux conducteurs chargés en influence totale. Donc on doit avoir une influence totale. Donc c'est l'ensemble de deux conducteurs chargés bien sûr. On aura ici Q, ici Q'. En influence totale, donc on doit avoir toutes les lignes de champ sortant de la charge Q arrivent sur la deuxième charge Q'. Dans cette situation, on peut montrer que Q' c'est l'opposé de Q. Si on a une influence totale entre deux conducteurs, on peut montrer que la charge de l'une, c'est l'opposé de la charge de l'autre. On doit avoir une charge totale égale à 0. Donc, pour avoir cette situation-là, pour avoir une influence totale, on a trois cas. Soit un condensateur plan, un condensateur cylindrique ou un condensateur sphérique. Un condensateur plan, c'est ce qu'on va étudier dans le programme. Condensateur cylindrique et sphérique sont dans les problèmes. On a étudié euh, les deux dans des vidéos séparées dans l'électromagnétisme. Donc, on caractérise un condensateur par une grandeur positive, qu'on appelle la capacité, c'est C. Il est exprimé en farad, qui est Q sur U. Q, c'est la charge positive. Donc, on a deux conducteurs, donc l'un est chargé par Q et l'autre est chargé par moins Q. Donc, on peut considérer que Q est positif. Donc, le Q qu'on a ici, c'est le grand Q qu'on a dans l'expression. Alors que U, c'est la différence de potentiel entre les deux conducteurs. Donc C égale à Q sur U. Q, c'est la charge de conducteur positif, chargé positivement. Et U, c'est la différence de potentiel entre les deux conducteurs. Maintenant, on va essayer d'étudier les condensateurs plans. Et pour ce faire, on va déterminer le champ et le potentiel. Le but final, c'est quoi? C'est de déterminer la capacité du condensateur plan. Et donc, le condensateur plan est formé par deux plans, infinis bien sûr. L'une est chargée par sigma et l'autre est chargée par moins sigma, pour avoir des charges opposées. Et donc, tous les lignes de champ sortant de l'un arrivent sur l'autre. C'est pourquoi on doit
considérer des plans infinis pour négliger les effets de bord. Pour commencer cette étude-là, on commence par l'étude d'un seul plan chargé par sigma positif. Donc on va commencer par un sigma positif. Donc voici notre plan, il est chargé par sigma. Je vais considérer que c'est le plan x, y. Et donc le vecteur z est perpendiculaire sur ce plan. Et voici notre point M. Le plan bien sûr est infini. On peut remarquer que le plan MXZ, c'est un plan de symétrie. Et de même, MYZ, c'est un plan de symétrie aussi. Et donc le champ électrostatique créé par le plan est porté par Z. Donc le plan MEXEZ et MEYEZ sont des plans de symétrie. Et donc le champ est porté par EZ. Pour l'invariance, on peut étudier l'invariance selon les coordonnées cartésiennes ou les coordonnées cylindriques, c'est la même chose. On peut faire un déplacement de M le long de X ou le long de Y, et on aura une invariance par translation. Le long de X et OY, donc E dépend seulement de Z. E dépend seulement de Z, on peut étudier la parité de cette fonction-là. On peut considérer par exemple la situation suivante où on a notre plan chargé ici par sigma. On a un point ici M, voici l'axe Z. Le champ, je peux considérer que c'est dans ce sens-là, en M. Et je veux le champ dans le point symétrique M'. Pour trouver le champ dans le point symétrique, il suffit de tourner le plan. Si on tourne le plan, l'axe devient vers le bas. M est ici, M' est là, sigma, on peut l'écrire ici. Pour le champ, E, il est vers le bas. Le champ est vers le bas. Or, lorsqu'on tourne le plan, on ne peut pas distinguer entre les deux situations. Donc, pour M', on doit avoir un champ vers le haut. Car M' et M, on ne peut pas distinguer entre M' et M si on ne tient pas compte de la direction de l'axe. Et la direction de l'axe, c'est une chose qu'on choisit. Et donc, on peut dire que le champ est dirigé toujours loin du plan. Donc, on peut considérer que le plan, c'est un plan de symétrie. Le plan, le plan chargé. Le plan chargé, c'est un plan de symétrie. Le plan, c'est un plan de symétrie, et donc la fonction est impaire. Donc la fonction E de Z est une fonction impaire. Maintenant, on va appliquer le théorème de Gauss. On va appliquer le théorème de Gauss, et pour ce faire, on peut prendre un parallépipède. Donc, on peut écrire que l'intégrale de E ds, c'est l'intégrale de Gauss, égale à la somme des intégrales sur les différentes faces. Donc, on va faire une intégrale sur cette face-là, sur celle-là, puis sur celle-là, sur celle-là. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 intégrales. Donc, I égale à 1 jusqu'à 6. Pour chaque intégrale, ou pour chaque face, on doit déterminer ds. Mais généralement, dans plusieurs cas, dans 4 cas, on aura une simplification car le produit scalaire EZ EX et EZ EY égale à 0. Et donc on aura des simplifications dans tous les cas, sauf ds de la surface 1 et de la surface 2. Ce qui permet d'écrire après intégrale que l'intégrale double de ds égale à E de Z1. Donc Z1 c'est cette altitude-là, et Z2 elle est ici. Donc c'est E de Z1 EZ, dx dy suivant EZ, moins E de Z2, EX fois dx dy suivant EZ. Et donc le produit scalaire va donner 1 dans les deux intégrales, et on peut faire sortir le E car il dépend de Z. Et donc on peut intégrer dx dy, ce qui permet de trouver la surface de ce rectangle-là. Donc c'est la surface S1. De même, la surface S2 est similaire, et donc on peut écrire que S1 égale à S2 égale à S. Donc voici l'expression
de notre intégrale. Maintenant, on choisit, pour simplifier, on va choisir que z2 égale à moins z1 qui égale à moins z. Et donc on peut remplacer dans l'expression précédente et trouver que l'intégrale double de e de s, c'est 2e de z fois s. Maintenant, on doit calculer la charge intérieure. La charge intérieure, c'est une charge euh, surfacique et donc on peut écrire que Q intérieur, c'est l'intégrale de sigma ds. Sigma est uniforme, donc on peut faire sortir sigma de l'intégrale, ce qui donne sigma l'intégrale de s, de ds. Et l'intégrale de ds, c'est s. C'est la surface de ce rectangle-là, qui est égal à s. Et donc on peut identifier les deux termes. Donc on peut écrire que cette équation égale à sigma s sur epsilon 0, simplifié par s et trouver la relation qu'on a ici. Cette relation, bien sûr, est valable pour z supérieur à 0. Pour z inférieur à 0, on doit prendre l'opposé, ce qui permet d'écrire que e de z possède deux valeurs, soit sigma sur 2 epsilon 0 pour z positive, ou moins sigma sur 2 epsilon 0 si z est négatif. Donc on peut représenter le vecteur champ électrique sous cette forme-là, perpendiculairement au plan et vers le haut, en haut du plan et vers le bas, en bas du plan. Et bien sûr, le module ici ne dépend pas de z, c'est une constante. On peut déterminer le potentiel en utilisant l'équation E égale à moins grade V. E est suivant EZ, donc le gradient devient d de V sur dz fois EZ. On simplifie par EZ, ce qui permet d'écrire cette expression. Et donc V n'est autre que moins sigma sur 2 epsilon 0 Z plus constante. On veut la tension euh, d'un condensateur, donc on doit choisir un condensateur. Pour un condensateur, il est formé par deux plans, un plan chargé par sigma et un plan chargé par moins sigma. L'expression trouvée pour le plan chargé par sigma est la même pour le plan chargé par moins sigma. On aura seulement une inversion du signe. Donc, pour moins sigma, on aura une forme similaire à celle-là. Et donc, si on représente les différents vecteurs, on constate que pour cette zone, E égale à 0. Pour cette zone aussi, E égale à 0. Alors que pour la zone intérieure, E est différent de 0. Il est égal à moins sigma sur epsilon 0 sur epsilon 0 EZ. Et donc, on peut déduire l'expression du potentiel, de la tension, puis du potentiel. On peut, à partir de E intérieur, trouver que V, c'est moins sigma sur epsilon 0 Z plus une constante, similaire, de façon similaire à cette expression-là. Il suffit de simplifier par le 2. Et donc, si on s'intéresse à la tension entre les deux conducteurs, c'est V plus moins V moins, ce qui donne sigma sur epsilon 0 fois E. E est l'épaisseur de notre condensateur. Pour la charge, on peut prendre une surface sigma euh, de surface S, et donc Q égale à sigma fois S. Donc on remplace Q par sigma S et on remplace U par sigma sur epsilon 0 E. Donc sigma se simplifie, on trouve l'expression de la capacité du condensateur plan. C'est epsilon 0 S sur R, sur E. S, c'est la surface de notre plan. E, c'est l'épaisseur du condensateur. Et epsilon 0, c'est la constante D électrique du vide. Si on change le vide par un autre milieu isolant par exemple, on peut montrer que C égale à epsilon fois S sur E. Epsilon n'est autre que epsilon 0 fois epsilon R. Epsilon R, c'est une constante de milieu considérée. On peut aussi écrire
par analogie, ou remarquer l'analogie entre la capacité et la résistance. Pour la résistance, on a trouvé que c'est 1 sur gamma S sur E. Si on a un conducteur cylindrique de longueur E et de surface S, de section S, on va trouver une résistance électrique similaire à cette expression-là, telle que sigma. Ici, c'est la conductivité, donc on peut l'écrire sous la forme de ρ S sur E, ρ étant la résistivité et non pas la masse, la densité volumique de charge. Et finalement, pour l'énergie, on a montré en première année que l'énergie électrique n'est autre que 1 demi la somme des QI fois VI. Et donc, c'est Q de la charge plus fois V, le potentiel créé par la charge moins, le plan chargé. Et ici, c'est la charge du plan négatif fois le potentiel créé par le plan positif dans la charge négative. Donc, c'est la charge fois le potentiel créé euh, au point correspondant à cette charge-là. Et donc, on peut montrer l'expression qu'on a ici. Donc, Q plus égale à moins Q moins égale à Q. C'est la condition imposée par le fait qu'on a un phénomène d'influence totale. Pour V plus, c'est V égale à V plus, alors que V moins est égal à V moins. Donc c'est V plus moins V moins. Et donc c'est 1 demi Q U, ou si on remplace Q par C fois U, on obtient 1 demi CU carré. C'est l'expression qu'on a utilisée en électrocinétique pour l'énergie électrostatique emmagasinée dans un condensateur plan. Et donc c'est tout sur le condensateur plan. Dans ce chapitre, il faut connaître deux choses. La première chose, effectuer le calcul du condensateur pour trouver la capacité, l'expression de la capacité. La deuxième chose, c'est la définition de l'influence. Qu'est-ce que un conducteur, deux conducteurs en influence? C'est quoi les deux types de l'influence? Influence totale, influence partielle. Seulement des questions de cours sur cette partie-là, sans des démonstrations mathématiques.